Bonjour tout le monde, j'ai bien hâte à démarrer cet événement. Je m'appelle Roseva Ford-Jenkins et mon pronom c'est elle. Um, Si vous voulez mettre votre pronom dans votre nom, vous pouvez aller regarder dans votre écran. Il y a les trois petits points dans le coin où est-ce qu'on peut se renommer. Et vous pouvez vous renommer, mettre votre nom et votre pronom si vous le choisissez. Et donc, merci beaucoup d'être venu à Double Fierté, Queer et francophone en Alberta. Je vais le passer à Pierre Asselin de l'ACFA. Merci, Rosa. Bonsoir, je m'appelle Pierre Asselin, je suis le vice-président de la CFA. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom de notre association. J'aimerais premièrement reconnaître que je me trouve ce soir et que la CFA aussi réalise son mandat sur les territoires traditionnels, couverts par les traités 4, 6, 7, 8 et 10, ainsi que la nation métisse de l'Alberta, aujourd'hui englobée par le territoire connu comme l'Alberta. Engageons-nous tous et toutes à nous comporter en tant que partenaires respectueux afin de maintenir l'intégrité de ces territoires pour les générations d'aujourd'hui et à venir. Mais j'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier sincèrement le comité franco-queer de l'Ouest avec qui nous avons collaboré pour l'organisation de ce panel, mais aussi pour les autres activités et initiatives développées à l'occasion du mois de la fierté 2022. Mais merci à nos 4 panélistes, Serge, Stéphane, Maxime et Mélanie, qui ont accepté l'invitation. Nous avons bien hâte d'entendre vos riches témoignages qui, j'en suis sûr, seront empreintes de sincérité. Je tiens à rappeler aussi que le CA provincial de l'ACFA s'est engagé dans une stratégie d'équité, diversité et d'inclusion. Les initiatives concrètes posées dans le cadre du mois de la fierté veulent renforcer un message d'inclusion afin que toutes et tous se sentent accueillis et respectés au sein de la francophonie albertaine. Comme nous l'avons répété à nombreuses reprises, personne ne devrait avoir à choisir entre son identité linguistique et son identité sexuelle ou de genre. Alors, je nous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Pierre, et merci aussi à Isabelle qui est ici, qui nous aide à faire cet événement. Et merci beaucoup à toute la CFA pour tout votre travail. On est très content de faire le partenariat avec vous pour cet événement et ainsi que le lancement du drapeau de la fierté qui est en avant de la cité francophone en ce moment. Donc, bon mois de la fierté à tout le monde. Et c'est ça. Donc, nous avons hâte de célébrer le mois de la fierté avec nos fabuleux panélistes. Comme j'ai dit, mon nom, c'est Roseva Ford-Jenkins. Je fais la coordination de programmation au Comité franco-queer de l'Ouest. Des fois, on dit CFQO, c'est plus rapide. Donc, la mission du CFQO, c'est d'être la ressource connexe dans l'Ouest canadien pour les personnes 2S LGBTQIA+. Et nous faisons aussi des ateliers de sensibilisation sur les enjeux de LGBTQIA+, et des activités sociales comme ceci. Donc, si vous voulez savoir plus sur nous, c'est le cfqo.ca. Je vais l'écrire dans le chat et aussi en même temps, vous pointez vers le chat. Donc, ce soir, on va avoir des témoignages de nos panélistes et ils vont tous avoir la chance de faire un témoignage, de parler de leurs expériences. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais modérer les questions et les poser aux différents panélistes pour leur témoignage. Et si vous voulez m'envoyer un message anonyme, un message privé, si vous préférez, puisque c'est enregistré aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer un message privé en cliquant sur moi, les 3 petits points sur moi et il devrait y avoir l'option de m'envoyer un message privé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat, soit à tout le monde ou à moi, comme vous voulez. Donc, maintenant, j'ai la chance d'introduire nos invités ce soir. Donc, je vais inviter tout le monde à partager tous nos invités, à partager leur nom, leur pronom et un petit peu sur votre relation à la communauté de LGBTQIA+. Donc, je vais commencer avec Serge. Ensuite, nous allons entendre Mélanie, Stéphane et à la fin, Maxime. Donc, je le passe à
Serge pour s'introduire. Merci, Rosella. Bonsoir tout le monde. Et d'abord, j'aimerais remercier Franco-Cuir de l'Ouest et la CFA pour le beau partenariat pour faire en sorte que cet événement puisse avoir lieu ce soir. J'habite en Alberta depuis 41 ans, 42, et j'ai vu un cheminement parallèle un peu entre le développement des communautés LGBTQ et la francophonie ici en Alberta. Je suis présentement semi-retraité. Je travaille comme traducteur, rédacteur et éditeur pour une maison d'édition qui publie des ressources pédagogiques pour l'enseignement de la musique de la prématernelle à la 6e année. Avant ça, j'ai été directeur régional de la CFA régionale de Red Deer de 2017 à 2019. Et avant ça, j'ai enseigné le français et l'espagnol au Red Deer College de 1985 à 2015, pendant 30 ans. Parallèle à ça, surtout ici à Red Deer, dans mon cheminement, j'ai aussi participé activement dans la francophonie. Je suis un des membres fondateurs de ce qui était initialement le cercle local de Red Deer dans les début des années 90, je pense, qui est devenu la régionale de Red Deer en 2006. Et je continue toujours mon travail un peu plus comme bénévole maintenant avec la CFA régionale de Red Deer. Alors, je vais arrêter ici et puis on va se parler un peu plus longuement dans quelques minutes. Alors, bonjour, moi, c'est Mélanie Lafrance. Mon pronom, c'est elle. Je suis une maman de 3 enfants, dont une grande fille de 21 ans maintenant et une fille de 19 ans et un garçon de 16 ans. Puis, je travaille dans une école, donc je travaille beaucoup avec les jeunes de maternelle à 12e année. Donc, j'essaie vraiment de promouvoir la fierté et tout, puis que les jeunes soient à l'aise de parler avec moi. Je suis beaucoup impliquée dans la francophonie dans ma ville respective à Airdrie. J'ai fondé Zone Franco d'Airdrie parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités francophones à Airdrie. Il fallait souvent aller à Calgary. Puis j'ai décidé de fonder ça ici. Puis dans le fond, j'essaie vraiment de promouvoir la fierté ici. On engage des drag queens pour des événements. Au début, ça a été difficile. On a eu des gens qui étaient un petit peu pas sûrs, là, mais les gens ont beaucoup aimé l'événement puis ils en redemandent. Donc, c'est bien parce qu'on a su ouvrir un peu l'esprit des gens à Airdrie. En gros, c'est ça pour moi, là. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Stéphane Udam. Je ne vis plus malheureusement en Alberta, mais j'ai été pendant, on va dire, 8 ans de ma vie, j'ai été baigné dans l'amour des montagnes. Dans l'amour des montagnes, j'ai vécu à Edmonton. Et j'ai eu le plaisir et le challenge de devoir naviguer dans la communauté LGBTQ, mais aussi dans la communauté francophone, parce que contrairement à beaucoup, je suis le genre de gay qu'on ne rate pas. Je ne sais pas pourquoi, hein. Tout le monde reconnaissait là, même pas pourquoi. Et j'ai quand même eu le privilège d'être vraiment impliqué dans la communauté francophone et d'être l'un des membres fondateurs de ce qui est aujourd'hui les Franco-Queer. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Beauregard, mes pronoms sont I ou IL avec la conjugaison masculine ou they, them en anglais. Moi, j'habite présentement à Mohkinstsis, aussi connu sous le nom de Calgary. Ma relation avec la communauté est personnelle et aussi professionnelle. Donc, personnellement, je suis une personne transgenre, non-binaire, demi-pansexuel. Je suis aussi ambi-amoureux et intersexe. Et je suis professionnellement un éducateur de LGBTQIA+. Et aussi, je suis un drag king. Et à l'extérieur de ça, je suis aussi un artiste multidisciplinaire et je me spécialise en danse contemporaine. J'ai hâte de vous en dire plus tard.
Oui, donc merci beaucoup tout le monde pour votre belle introduction. Je suis certaine que tout le monde, ça leur donne plus d'envie d'entendre plus sur votre parcours. Donc, c'est ça, j'invite Serge à commencer avec votre témoignage plus sur vous et c'est ça, votre parcours, de qu'est-ce que ça veut dire pour toi être doublement fier comme personne à partir de la communauté de LGBTQIA+, et francophone. Alors, merci. Alors, oui, alors, bon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Serge, j'ai 64 ans. Je suis un baby boomer, un bébé des années 50, un enfant des années 60, un ado des années 70, un jeune adulte et j'ai fait ma formation académique et début de carrière dans les années 80. J'ai eu une carrière professionnelle, sportive, athlétique entre les années 90 et 2000. Je continue encore en sport, je vais vous en parler un peu plus tard. J'ai aussi été engagé politiquement et socialement entre 2010 et 2020. Et j'ai vécu le changement de travail. Comme j'ai mentionné plus tôt, je suis semi-retraité. Je suis encore actif au travail en natation. Je nage avec le club des maîtres ici à Red Deer et je suis aussi l'entraîneur-chef de notre club de natation. Et je suis en couple depuis plus de 27 ans avec un anglophone. Alors, je vais commencer, je parle un peu de mon parcours. Comment est-ce que j'ai appris que j'étais gay? Je ne peux pas vraiment dire que j'étais jeune quand c'est arrivé, mais je me sentais toujours un peu différent des autres, surtout à partir de l'âge de 12 ans. Mais j'ai grandi dans un monde francophone, blanc, catholique à Québec. Les messages que j'entendais autour de moi quand j'étais jeune n'étaient pas du tout encourageants, surtout quand on commençait à découvrir qui on est. Alors, j'entendais des choses, par exemple, comme les homosexuels sont des pédophiles, l'homosexualité est un péché. Je suis né en 58 et il faut se rappeler que l'homosexualité était illégale au Canada jusqu'en 69, alors j'avais 11 ans quand c'est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que la mentalité des gens ou la perception de l'homosexualité qu'ils avaient a changé du jour au lendemain. Je dis depuis plusieurs années que ça prend 3 générations pour changer un peu la mentalité d'une société. Je suis en train de vivre un peu ma 3e, si on veut. C'est vraiment après le secondaire que j'ai commencé à comprendre ce que je ressentais, ce que c'était et ce que ça pouvait impliquer. Parce qu'en grandissant, quand j'étais ado, j'entendais aussi dans mon monde à moi, dans mon univers, que si on était gay, on allait perdre son emploi, on n'allait jamais travailler pour le gouvernement, on n'allait jamais être enseignant, on ne pourrait jamais faire partie des corps policiers ou des forces armées. Alors déjà, je me sentais un peu limité à ce que j'avais comme possibilité de carrière. Mais j'ai toujours voulu être enseignant. La première fois, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand. J'étais en 3e année et puis j'ai dit sans hésiter, je vais être professeur. Et j'ai fini par y arriver. Et puis, c'est vraiment dans mes années de cégep où j'ai commencé à sortir un peu du placard, mais en menant quand même une vie secrète, parce qu'à ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on déclarait ouvertement. Et c'est surtout à l'université où j'ai fait mon premier grand coming out. Je décris ma vie comme mon coming out comme étant en 3 phases. La phase Québec, la phase Calgary, la phase Red Deer. Alors, la phase Québec, j'étais à l'université quand c'est arrivé. Je faisais partie de l'équipe de natation. J'étais super occupé, donc je n'avais pas vraiment le temps d'y penser. Et puis, dans mon univers à moi, je connaissais aucune personne qui était gay. Et à l'époque, on ne connaissait que des gays et des lesbiennes. On n'entendait jamais parler de personnes trans ou d'autres orientations sexuelles ou identification du genre, etc. Alors, j'étais sorti du placard avec mes collègues à l'université. J'étais quand même dans un petit programme, on était une quarantaine d'étudiants. On était 2 hommes dans le programme. Alors, je me tenais avec des filles tout le temps et puis je me tenais aussi avec l'équipe de natation. Dans mon milieu de travail, je travaillais dans un hôpital à Québec.
où c'est là où j'ai commencé à connaître des gays et de former mon petit milieu à moi qui était très, très restreint et qui restait quand même très, très secret. Fini mes études à l'Université à Québec. Je suis arrivé à Calgary en 1981, au tout début de la crise du VIH et du SIDA. Alors, et puis, en étant nouveau à Calgary, en étant quand même assez limité dans mon anglais, je me suis complètement renfermé dans un autre placard, d'où je suis sorti tranquillement. Je me suis retrouvé à l'Université de Calgary faire une maîtrise en littérature française et même là, j'étais un peu controversé parce que mon sujet de thèse était l'homosexualité dans la prose d'Henri de Monterland, qui était considéré un auteur français super misogyne. Mais apparemment qu'après avoir lu ma thèse, on a mieux compris pourquoi Monterland écrivait comme ça. Alors, c'est un autre sujet pour une autre fois. Je sortais un peu dans les tours à Calgary. Je me sentais un peu plus à l'aise dans mon milieu. Et puis en 85, ben, je me suis retrouvé ici à Red Deer, où vraiment c'était un placard qui était pas mal plus profond que celui de Calgary. Mon coming out a été beaucoup plus lent et très, très progressif, surtout pour des raisons d'emploi, parce que j'étais quand même contractuel et j'avais toujours la peur de ne pas avoir mon contrat renouvelé parce qu'on découvrait que j'étais gay. La même chose quand j'essayais de trouver un appartement dans les premiers temps où j'étais ici à Red Deer. Je ne mentionnais pas que j'étais gay de peur de me faire mettre à la porte ou de ne pas avoir un appartement. Alors, il y avait toute cette dynamique-là qui existait dans la vie. Mais petit à petit, au collège, j'ai commencé à être connu comme the gay teacher. Et c'est là où, parce qu'au collège, on avait quand même des gens qui venaient de petites communautés. Et là, on commençait à avoir des gays et des lesbiennes surtout, qui venaient au collège, qui ne connaissaient personne, qui ne savaient pas où aller. On se retrouvait à l'association étudiante. On disait, go talk to the gay teacher, allez parler à Serge. Et puis, c'est là où on a commencé, peu à peu, à regrouper des étudiants et former la société étudiante qui est devenue Pride on Campus, qui existe encore aujourd'hui et qui organise des activités, etc. Alors, j'ai travaillé au collège, j'ai été le conseiller enseignant pour Pride on Campus jusqu'à mon départ du collège en 2015. En 2015, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et il y a la Central Alberta Pride Society qui a été fondée autour de 2013-2014, qui avait besoin de bénévoles, qui avait besoin d'aide. Alors, c'est là où j'ai commencé mon application dans la communauté avec la Central Alberta Pride Community. J'ai été président du conseil d'administration pendant 3 ou 4 ans. C'est l'organisme qui monte à chaque année le Pride Week avec toutes sortes d'activités. Et je continue quand même à être bénévole pour certaines activités avec l'organisme. Faut dire que, et puis là, je vais tomber un peu dans le francophone. Je suis content de voir que dans les, disons, 10 dernières années, il y a une ouverture qui s'est faite dans la francophonie albertaine envers notre communauté. J'ai trouvé difficile par moments, quand j'ai été impliqué au début, dans mes débuts avec la CFA, de voir le manque d'attention ou d'intérêt qui existait pour notre communauté. Surtout que c'est une communauté qui est sous un grand parapluie. Et même sous ce grand parapluie-là, on ne s'entend pas toujours. On s'entend de mieux en mieux, je trouve. On se comprend de mieux en mieux. Et je pense que ça aide beaucoup. Si je pense dans les premiers temps, ou dans les années 70, où quand je mentionnais plus tôt qu'il y avait seulement des gays et des lesbiennes dans mon univers, même à cette époque-là, les gays ne parlaient pas aux lesbiennes et les lesbiennes ne parlaient pas aux gays. Et quand on se retrouvait dans une petite communauté comme Red Deer, par exemple, les frictions étaient quand même assez sévères des fois. Et ce qui est pas nécessairement sain pour notre communauté. Alors, je pense que
avec le phénomène je pensais à ça ce matin, le phénomène du multiculturalisme qui a été introduit ici en Alberta dans les années 80 et puis qui a mené éventuellement à la discussion sur la diversité et inclusion, qui a ouvert la porte à d'autres groupes. Et ça m'encourage à mon âge de voir qu'on a fait un bon bout de chemin, on a fait un très, très grand bout de chemin, mais je continue toujours de dire qu'il y a toujours du travail à faire et que le travail ne s'arrêtera jamais. Mais j'essaie de vivre dans un monde où on essaie de mieux se comprendre, de mieux s'entendre et de vivre, pour éviter le cliché, là, en grande harmonie. Alors, je vais arrêter ici. Puis, s'il y a des questions, des commentaires. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge, pour ton témoignage très, très riche. Alors oui, peut-être que si on n'a pas de questions pour le moment, on pourrait avoir plus les questions tout à la fin. On va voir comment ça se déroule, mais juste pour s'il y a des questions spécifiques qu'on peut soit me les envoyer ou le mettre dans le chat. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Serge. Maintenant, je le passe à Mélanie. Allô? Donc, c'est ça. Moi, je suis la fondatrice de Zone Franco d'Airdrie. C'est un petit organisme à but non lucratif qui organise beaucoup d'activités hebdomadaires, quotidiennes, en collaboration avec l'École francophone d'Airdrie. Et pourquoi j'ai ma double fierté, c'est ma grande fille qui me l'a donné. Parce que c'est ça, vers l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas, vers l'âge de 16 ans, elle est arrivée un soir dans ma cuisine en larmes, elle pleurait. Puis moi, je me tourne de bord, puis voyons, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je panique parce que je pense qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle veut déménager, qu'elle veut retourner à Montréal, au Québec, ou à revoir la famille, ses amis du Québec. Je ne comprends rien, puis je panique parce que je peur de perdre ma fille. Puis elle me dit, mais non, mais maman, je pense que je suis bi, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme... c'est juste ça. Je dis, mais c'est correct, il n'y a pas de problème, je suis contente que tu m'en parles. Puis, sur le coup, j'ai eu un peu peur. Je ne voulais pas qu'elle soit déçue de ma réaction. Mon mari et moi, on avait parlé, les enfants étaient très jeunes, on se l'était dit. Qu'est-ce qu'on fait si un jour nos enfants nous annoncent qu'ils sont gays? Comment tu vas réagir, toi? Puis on était sur la même longueur d'onde, on pensait pareil. C'est nos enfants, ils sont comme ils sont, on les aime tels qu'ils sont. C'est un amour inconditionnel, on les aime, point. Mais ma peur a été, malgré tout, c'est que c'est encore mal connu, il y a encore beaucoup de préjugés. Puis là, je me suis dit, ouf, ça ne sera pas facile. Fait que c'était plus la peur du regard des autres ou les commentaires que les gens auraient envers elle. Fait qu'on s'est assis, puis on s'est parlé, puis j'ai dit, ça ne sera pas facile, mais on va être là, on va te supporter, puis... on a toujours été là. Ça a bien été avec maman, mais avec papa, j'y ai dit, il va falloir que tu le dises à papa aussi, ou tu veux que je le dise. Elle dit, non, mais je vais le dire, mais pas tout de suite. Fait qu'elle avait un petit peu plus peur de l'annoncer avec papa. Puis ça a été long, parce que là, le soir, elle venait me donner mon bisou le soir, on a se couché, puis là, j'étais là, puis je pointais papa à côté, je vais me lever, je vais te laisser toute seule. Puis elle était comme, non, puis là, elle s'en allait, elle se sauvait. Fait que ça a duré 4-5 jours, comme ça, presque une semaine. Puis à un moment donné, je dis, là, Jo, faut que tu le dises, là, parce que moi, là, j'ai pas de secret pour papa, puis là, je me sens mal, j'ai besoin, moi, de parler avec papa. T'sais. Fait que je dis, tu veux-tu que je glisse comme un petit mot ou quelque chose pour que j'ai introduit le sujet avec papa. Puis elle dit, oh oui, vas-y. Fait que finalement, je regardais des vidéos sur différents genres et tout. Puis là, tu sais, je tournais mon écran pour que mon mari voie. Puis là, j'étais comme, oh, regarde, t'as-tu vu ça? Puis là, il réagissait pas. Puis là, j'étais comme, tu sais, peut-être qu'un de nos enfants, puis il me regarde, mais là, c'est quelque chose que je ne sais pas.
ben ouais, tu sais. J'ai commencé à y en parler, puis ben là, il n'y a pas de problème. Je vais avoir une belle fille de plus au pire, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'il est allé voir sa fille, puis il a parlé, je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit exactement, mais il est allé voir sa fille pour détendre l'atmosphère, puis il a dit, hey, inquiète pas, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis, tu sais, après, ça a été d'en parler avec la famille. Puis là, Joanie, elle ne voulait pas vraiment faire sortir du placard ou faire un coming back ou whatever. Elle dit, ça va venir quand ça va venir sur le sujet, si quelqu'un me demande quelque chose. Puis c'est ça. Puis pas longtemps après, ben là, ça m'annonçait qu'elle avait une copine, qu'elle sortait avec quelqu'un parce qu'elle a finalement découvert que, ah ouais, je sors du coq à l'âne, là, mais oui, on a vu une fin de semaine qui est organisée à Edmonton. C'était le comité franco-queer qui organisait une belle fin de semaine avec l'hôtel et des rencontres avec un panel aussi. Puis je disais, on y va-tu? Ça serait le fun. On part juste les deux filles. Puis là, finalement, on est parti un petit road trip de mère-fille. Puis on a passé une super belle fin de semaine. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses aussi parce qu'il y avait des genres que je ne connaissais pas. Puis ça a été vraiment très instructif. Puis à partir de ce moment-là, ben là, je me suis taguée alliée. Fait que depuis ce temps-là, oui, j'affiche mes couleurs, puis j'encourage les jeunes. Je suis ouverte avec les jeunes à mon école, puis je travaille dans une école. Puis oui, on partage beaucoup d'événements, si possible, avec ma fille. Puis finalement, dans tout ça, à l'école, les gens connaissaient beaucoup ma fille parce qu'elle était très impliquée à l'école, présidente de l'école pendant 4 ans. Fait que les gens la connaissaient beaucoup. Puis des fois, les gens me disaient, ah, elle a-tu un copain? Là, j'étais comme, ah, elle a une copine, tu sais. Puis fait que de fil en aiguille, comme ça, les gens ont su, sans que je fasse une grosse déclaration. Ça venait juste comme simplement sur le sujet. Je ne sentais pas le besoin de dire ma fille est pansexuelle. Parce que là, on l'a su, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a su qu'elle n'était pas bi, mais plutôt pansexuelle. Puis, mais je n'ai jamais mis comme une étiquette sur ma fille. Si les gens m'en parlent, elle a-tu un copain? Là, je dis, ah, ben, elle a une copine. Puis, une fois, ça a été un copain. Puis, tu sais, je ne donne pas d'étiquette à ma fille, sauf si on me le demande, mais, tu sais, je parle ouvertement sans problème de ça. Puis, ce que j'ai trouvé le fun d'être ouverte comme ça, c'est que même dans ma famille, ma nièce m'a pris dans un coin quand j'ai fait une visite au Québec, puis elle m'a dit, écoute, moi, j'aime les filles, puis ça, puis je ne l'ai pas dit à mon père encore, puis j'étais vraiment touchée qu'elle se soit confiée à moi parce qu'elle n'était pas à l'aise du tout avec ses parents. Sa mère en savait un petit peu, mais j'étais contente qu'elle s'ouvre à moi sur le sujet. Fait que je me suis dit, tu sais, si je n'étais pas aussi ouverte, elle ne se serait pas confiée à moi. Puis finalement, 1 an, 2 ans après, elle a finalement parlé à toute la famille de son orientation sexuelle et tout. Elle a même présenté une amie et tout. Fait que oui, en gros, c'est ça. Je suis très impliquée puis je suis bien fière de ma fille. Fait que je peux laisser à d'autres. Oui, merci beaucoup, Mélanie. Puis s'il y a des personnes qui ont des questions spécifiques pour Mélanie, vous pouvez me l'écrire, mais c'est ça, on est très au Comité franco-queer de l'Ouest. Nous autres, on a Joanie dans notre CA et tout le monde est très, très fiers de l'avoir très impliquée. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour ton partage. Et s'il n'y a pas des questions spécifiques, j'irai à Stéphane qui pourrait présenter son témoignage. Bonsoir à tous. Moi, c'est Stéphane. Alors, je dis souvent que je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un long combat. Alors, je suis né au Cameroun et j'ai vécu ma petite enfance là-bas et puis j'ai déménagé ensuite pour l'Allemagne où j'ai continué ma vie, j'ai été à l'université, j'ai travaillé un peu avant de venir en Alberta en 2012. Alors, déjà enfant, parce que moi je suis jumeau, et enfant déjà je voyais une grosse différence entre moi et mon frère jumeau, et aussi entre moi et les autres enfants de mon âge. Les garçons surtout, moi j'aimais beaucoup jouer aux jeux avec des filles, j'aimais pas jouer au ballon, j'aimais pas jouer... En fait, moi, je n'aimais pas courir derrière une balle. Ben, je me sentais comme un petit chat qui courait derrière une meute.
une meute de laine et moi, je trouvais ça pas intéressant du tout. Moi, je préférais jouer à la dinette, jouer à la poupée. Je trouvais ça, pour moi, on se préparait vraiment à la vraie vie. Je me sentais être plus grand, à jouer des jeux vrais. Mais cependant, c'était très mal vu par les hommes de ma famille que je joue, que je sois tendre, que je sois douillet. Donc, je me faisais appeler femmelette, mademoiselle et tout ce que vous pouvez imaginer comme dénominatif. Et moi, je ne comprenais pas en fait pourquoi c'était mal d'être comme une femme. Je ne comprenais pas pourquoi c'était mal parce que moi, j'adorais ma mère, j'adorais mes tantes. Et pour moi, c'était magnifique. Pourquoi c'était mal de faire comme une femme? Et j'ai grandi avec ça cependant parce que c'était mal, donc je me forçais à être entre guillemets comme les autres. Et, euh, et les discours se sont devenus un peu plus violents parce qu'à l'église, on rappelait tout le temps, on parlait d'homosexualité. Donc je ne savais même pas c'était quoi homosexualité, mais je savais que c'était mal parce que euh, dès qu'on en parlait, on soufflait un petit mot, les gens devenaient gris. Et j'avais peur parce qu'on m'insultait en me traitant d'homosexuel. Et moi, je me disais, homosexuel, c'est une insulte, homosexuel, c'est mal. Donc, je priais tout le temps pour être normal. Et je priais que un matin, je me lève et je suis guéri. Et chaque matin, je me levais, j'étais le même. Et quand je suis commencé l'université, euh, j'avais jamais eu de copine, jamais eu de copain parce que dans ma tête, je n'étais pas normal. Et c'était vraiment très difficile de se regarder dans le miroir, d'aimer ce qu'on voit, mais cependant d'avoir honte d'être qui on est. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc, je me suis retrouvé à 21 ans extrêmement dépressif, vraiment mal dans ma peau parce que je ne voulais pas, d'un côté, je ne voulais pas apporter la honte à ma famille en acceptant ce que je sentais au fond de moi, mais d'un autre côté, je n'arrivais plus à vivre, à faire semblant. Donc, j'ai contemplé le suicide et plusieurs fois, j'ai essayé de mourir. Mais quelque chose me rattachait toujours à la vie. Soit quelqu'un me sauvait, soit je revenais à la raison et je partais à l'hôpital. Bref, c'était toujours un cercle vicieux parce que tu as un peu d'espoir, tu te bats pour changer et changer ne marche pas. Parce que je me suis retrouvé je dirais, comment vais-je dire ça, la proie de prédateurs. Parce que j'ai subi la thérapie de conversion par 2 fois. Et ça a été horrible et c'était vraiment horrible. Donc, ce que je peux dire, c'est que, euh, excusez-moi, c'est pas un peu émotionnel. Donc, ça a été vraiment une monstruosité. Et ce que je trouvais vraiment encore plus enrageant, c'est que ces personnes-là qui se disaient hommes de Dieu ont détruit ma famille. Parce qu'ils ont fait croire à mes parents que c'est moi qui ai décidé d'être gay, comme si être gay était une décision. Et ils ont convaincu les gens de la communauté dans laquelle j'étais que j'avais choisi de faire un pacte avec le diable. Et quand on connaît les communautés afro-caribéennes ou les communautés noires et les communautés africaines, la religion est quelque chose de très, très important. Et les religieux sont des personnes qu'on ne questionne pas. Donc, je me suis retrouvé à un moment donné à devoir faire le choix, soit continuer de mourir à petit feu ou décider de vivre. J'ai fait le choix de vivre. Donc, j'ai fait la dernière fois que je me suis retrouvé, j'ai essayé de me suicider, c'était en 2010. Et je me suis retrouvé en psychiatrie et la décision a été prise là de vivre. Et depuis, j'ai remonté l'échelle, j'ai retrouvé le goût à la vie. Donc, finalement, je me réconcilie avec ma famille dans un premier temps et je déménage
pour le Canada et je m'installe dans un premier temps à Calgary, puis à Edmonton dans le but de poursuivre mes études. J'arrive dans dans la communauté franco-albertaine et je découvre le campus Saint-Jean. C'était bittersweet parce que d'un côté, j'avais tellement vécu en germanophonie et en anglophonie et là, j'arrivais enfin dans mon monde de la francophonie. Et je me souviens de ma première visite au campus Saint-Jean, je visitais les résidences. Et moi, je suis quelqu'un d'ouvertement gay et je marchais, je voyais tout le monde était très hétéronormé. Et je demande au guide, c'est quoi le niveau d'acceptance ici pour les personnes LGBTQ? Alors, le guide s'arrête et me regarde, me pousse dans sa chambre, guette dans le couloir gauche à droite, ferme la porte et me chuchote, c'est correct, je suis gay, tu sais. Et moi, je dis, OK, c'est correct, et tu chuchotes. Je suis pas sûre. Mais cependant, je suis de ces gays-là qu'on cache très mal. Parce que, franchement, j'aimerais bien me cacher, mais je n'ai pas trouvé le trou de souris assez grand pour mes cheveux. Donc, malheureusement, je ne me cache pas. Il n'y a pas de trou assez grand pour me cacher. Donc, arrivé au campus Saint-Jean, c'était un peu compliqué au début parce que j'étais le seul étudiant ouvertement gay. Et je me souviens que mes premiers mois ont été très compliqués. Il y avait des gens, par exemple, au cours de biologie, il y avait un groupe de gars qui s'asseyaient tout le temps en avant, ils étaient 6, tout le temps en avant, et dès que j'entrais, ils éclataient de rire. Et ils allaient rire pendant 5 minutes sans arrêt, chaque jour. Ils allaient se moquer de moi chaque jour. Et au début, ça me gênait. Et à un moment donné, j'arrête d'aller en cours parce que j'en avais marre de tout le temps me faire traiter de la sorte. Mais après, je me suis rendu compte que c'est moi qui ai pris la dette pour payer mes études. Je n'ai pas laissé des gens venir m'empêcher d'étudier. Pourtant, c'est moi qui ai payé. Alors, je suis retourné en cours. Et naturellement, ils ne s'attendaient pas à me voir. Quand ils m'ont vu, ils se sont fait signe et ils ont éclaté de rire. Je me suis arrêté au milieu de la pièce. Je les ai regardés rire. Je les fixais tout droit dans les yeux. À un moment donné, la classe, à un moment donné, se rend compte que quelque chose se passe, donc tout le monde se tait et tout le monde les regarde. Et moi, je les regarde. Et là, ils avaient l'air bien ridicules. Ils ont arrêté de rire. Et là, je leur ai demandé, c'est fini? C'est bon? Vous avez terminé? Et je suis allé m'asseoir et ils n'ont plus jamais recommencé. Après ça, le campus Saint-Jean est devenu mon royaume, n'est-ce pas? J'étais la grande diva des couloirs. Et après c'était quand même assez drôle parce que ça a pris juste une année. Et l'année qui a suivi, dans les couloirs, les garçons hétéros, parfois même très conservateurs, me faisaient la bise pour me saluer. Donc, personne ne sexualisait vraiment. J'étais Stéphane. On m'invitait à toutes les soirées. Donc j'ai vraiment aimé ça. Par la suite, j'ai rencontré Kessie, qui travaillait pour la FJA à l'époque. Et avec Kessie, c'était le premier gay que je rencontrais, ouvertement gay, je veux dire, dans la communauté francophone. Et il m'a présenté à Martin, présenté à d'autres personnes de la communauté. Et je me suis rendu compte que, OK, hold up, je veux savoir, vous vous êtes caché où? Parce que j'ai vécu 1 an de solitude et il y avait d'autres dans la communauté comme moi. OK, là, il y a un souci. Mais cependant, je ne voulais pas qu'on se limite seulement à se voir dans les chambres, dans les appartements. Parce que nous sommes des êtres humains, on a besoin de communauté. Ça m'avait manqué. Et alors, j'ai décidé, je voulais qu'il y ait une semaine de la fierté au campus Saint-Jean. Il y en avait à l'Université de l'Alberta, mais jamais au campus. Au campus, on servait du chocolat chaud. Je suis désolé, là, je suis gay, OK? Et nous, les gays, chocolat chaud, excusez-moi, OK? Donc, ma deuxième année au campus Saint-Jean, on a organisé la première semaine de la fierté. Et pour la toute première fois dans le Canada francophone, on a eu des monologues sortis de placard en français. Donc, je l'ai fait et c'est devenu une tradition au campus Saint-Jean. Et pendant le temps que j'étais au campus Saint-Jean, chaque année, il y avait une semaine de la fierté avec divers programmes. Donc, des monologues, il y avait, bref, on essayait de diversifier comme on pouvait. Et de fil en aiguille, avec Kessie, on s'est parlé de créer. Kessie m'a parlé, parce que ce n'est pas de moi qui ai eu l'idée. Kessie avait reçu l'idée d'un jeune, qui était de la FJA, de créer quelque chose pour la minorité LGBTQ.
Et moi, je t'ai dit, OK, Christy, moi, je vais en vacances. Mais on se revoit à la rentrée, on en reparle. Et à la rentrée, on s'en est reparlé. On a créé le groupe des Franco-Queer. Bon, quand je dis on a créé, c'est pas moi et Kessie. C'est Kessie était la tête. Il a regroupé des jeunes et je faisais partie de ces jeunes-là. Et on a créé le comité Franco-Queer. Et voilà, donc c'était le petit parcours que nous avons mené. Et une chose, c'était un des plus grands accomplissements de ma vie. On a remporté le prix Georges Arès. La communauté francophone, qu'on nous avait présentée comme extrêmement conservatrice et catholique, reconnaissait un groupe queer. C'était une première dans l'histoire de la francophonie albertaine. J'étais aux anges. Et j'ai eu le privilège aussi de pouvoir donner le discours d'acceptation et encore le privilège aussi d'avoir été nommée la personne la mieux habillée de la soirée. Vous imaginez que j'étais très content aussi de recevoir un prix. Mais de voir aujourd'hui que les franco-queer, même malgré le fait que nous ne serons plus là parce que je ne sais plus combien de personnes du groupe initial sont encore dans le comité, mais le comité vit. Donc, grâce aux personnes comme Roseva, comme Martin et comme bien d'autres encore, le comité franco-queer n'arrête pas de grandir et de donner au monde, surtout au monde franco-albertain, la lumière que c'est de vivre sous l'arc-en-ciel. Donc, merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup, Stéphane. C'est ça, on est très triste de plus tous avoir parmi nous en Alberta, mais au Québec, c'est ça, on continue le super travail. Donc, c'est ça, c'est des questions qui sont spécifiques pour Stéphane. Vous pouvez les envoyer. Et je vais aussi faire une note que nous avons jusqu'à 19h45. Donc, comme ça, à la fin, on pourra avoir aussi une période de questions avec tout le monde. Juste partager quelques commentaires jusqu'à maintenant. Des personnes qui ont dit merci pour les beaux partages, pour Serge et pour Mélanie. Donc, c'est ça, un très beau commentaire. Quelqu'un qui a dit Mélanie, tous tes parents devraient être comme toi. Il y a des personnes qui disent tous des beaux témoignages. Et Martin a aussi partagé des statistiques sur la thérapie de conversion. Donc, justement, en 2021, 60% de la députation fédérale albertaine a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion vers l'hétérosexualité. Donc, c'est un petit peu moi, des fois, je peux mélanger des négatifs. C'est vraiment pour dire que 60% étaient pour les conversions de l'hétérosexualité. Donc, vraiment, quand on regarde les députés fédérales en Alberta, c'est encore très conservateur. Donc, merci pour ces statistiques. Et Mireille qui dit « Tu nous manques, Stéphane », c'est très, très vrai. Donc, maintenant, je le passe à Maxime qui va faire un témoignage. Bonjour tout le monde. Comme j'ai dit plus tôt, j'habite présentement à Mohkinstsis, à Calgary. Par contre, moi, je suis née à Saint-Hyacinthe, sur les territoires Wabanaki et Abénaki. Et à Saint-Hyacinthe, quand moi j'étais plus jeune, il n'y avait pas beaucoup de représentation, surtout côté orientation sexuelle ou identité de genre. Par contre, il y avait un petit peu plus d'avancées par rapport au Québec en général, par rapport à l'orientation sexuelle. Donc, moi, j'ai fait mon coming out à mes parents en tant que personne pansexuelle à 14 ans. Mes parents, je me sens très choyée parce que dès mon plus jeune âge, je savais que mes parents étaient ouverts. On avait eu différentes discussions par rapport à des visionnements de films sur des orientations sexuelles de personnes homosexuelles. Et souvent, quand on regardait ce genre de film ou d'émission, j'avais une conversation avec mes parents, puis mes parents me disaient « Ah, si c'était mes enfants, moi, je réagirais bien, je serais très ouvert. » Donc, je savais déjà que
il y avait une ouverture que mes parents avaient ouvert la porte pour la discussion. Donc, j'ai fait mon coming out à 14 ans. Et c'est quand même drôle en quelque sorte parce que quand j'ai annoncé à mon père que j'étais pansexuelle, la première chose que mon père m'a dit, c'est est-ce que ça veut dire que tu veux devenir un homme? Et à l'époque, je ne savais pas c'était quoi les personnes transgenres et j'avais dit non, non, je ne veux pas être un homme. Ce qui est toujours vrai aujourd'hui, je ne suis toujours pas un homme. Mais c'est quand même ironique parce que mon père a comme eu des petits hints que j'étais transgenre avant même que je sache c'était quoi le vocabulaire pour décrire mon identité. J'avais aucune représentation de personnes transgenres quand j'étais plus jeune. Donc, je ne savais pas que les personnes non-binaires existaient. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs personnes non-binaires qui existaient à travers le monde, à travers l'histoire. Et moi, j'ai toujours su que j'étais moi. Quand j'ai été un petit peu plus vers l'adolescence, à l'âge justement de 14 ans, j'étais sûre à 100% que je n'étais pas une fille ou une femme. Et donc, je me disais, OK, donc si je ne suis pas une fille, si je ne suis pas une femme, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, finalement, je me suis dit, ah, peut-être que la seule chose que je connaissais autre, c'était, en fait, j'ai fait des recherches, et la seule chose que je connaissais autre, c'était des hommes trans. Donc, je me suis dit, ah, peut-être que je suis un homme trans. J'étais en questionnement, je ne savais pas trop. Et donc, je n'ai pas fait de coming out, mais je m'habillais très masculin à l'époque, j'avais les cheveux courts. Et donc, souvent, les personnes qui ne me connaissaient pas pensaient que j'étais un homme ou un garçon, en fait, là, parce que j'ai toujours eu l'air jeune. Mais quand je me faisais mégenrer en tant que garçon, je ne corrigeais pas les gens. Puis, j'avais réalisé que pour moi, ça me faisait sentir mieux que de me faire genrer comme fille, mais ce n'était pas exactement moi. Donc, j'ai continué comme ça à ne pas corriger les gens pendant 2 ans, jusqu'à temps que j'aie 16 ans. Et ensuite, j'ai réalisé, j'ai fait comme non, je sais que je ne suis pas un homme, ça c'est sûr. Par contre, je sais aussi que je ne suis pas une femme. Donc, puisque je ne connaissais pas les personnes non-binaires, je me suis dit, ben je suis moi et c'est tout. Mais je n'avais pas de sentiment d'appartenance à aucune communauté. Je me sentais comme si j'étais un alien un peu dans la société. Et donc, il y avait un profond sentiment de solitude que j'avais. Et sans m'en rendre compte, moi, j'ai déménagé, j'ai commencé à étudier à Toronto, au Canada anglais, et je me suis éloignée de la francophonie. Et quand je suis tombée dans un milieu anglophone, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, j'ai baigné dans une langue qui était beaucoup plus neutre pour moi, où les gens ne me genraient pas constamment, où je n'étais pas considérée comme une femme ou un homme, j'étais juste une personne. Et quand je suis revenue au Québec, le clash a été vraiment très intense avec une langue qui est super genrée et où je ne me reconnaissais pas dans ma propre langue. Je me sentais mal dans ma peau, je me sentais mal dans ma langue. Et donc, je suis retournée au Canada anglais, en fait, et je me suis trouvée en tant que personne transgenre. J'ai vu quelqu'un d'autre qui était non-binaire en ligne et qui faisait une description de son expérience en tant que personne trans et non-binaire. J'ai fait comme « Hein, c'est exactement moi! » Et j'ai fait plus de recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens partout comme moi et que je n'étais pas toute seule, en fait. Et donc, ça a été le cheminement qui a débuté ma transition en tant que personne trans et non-binaire. C'est sûr que la transition pour moi a commencé plus une transition sociale, donc le nom, le pronom, comment je m'habillais, comment je me présentais et tout ça. Et éventuellement, petit peu à petit peu, quand j'ai expérimenté quelque chose qui me faisait sentir super bien, j'étais comme « Oh, OK, je ne peux pas retourner à quelque chose qui me fait sentir médiocre. » Donc, c'est ça qui m'a fait avancer dans ma transition, dans mes identités. Et c'est pour ça aussi que, par rapport à la représentation, qu'au début de ma présentation, j'ai listé toutes mes identités
c'est, les identités, ce n'est pas si important que ça. Par contre, c'est bien de le savoir, c'est bien d'avoir de la représentation parce que moi, je n'avais pas cette représentation-là. Et s'il y a une personne qui peut dire, ah, je vais rechercher sur cette identité-là ou ah, ça me parle, moi, ça, ben, ça va faire en sorte que ça va faire un cheminement pour cette personne-là que moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Donc, j'ai fait mon coming out en tant que personne transgenre non-binaire à 24 ans. Donc, ça a été beaucoup plus tard, 10 ans plus tard. Et quand je suis retournée, dans le fond, avec mon identité de genre, je ne suis pas retournée tout de suite avec la francophonie, puisqu'il y avait tellement un gros écart avec ma langue et mon identité linguistique et mon identité de genre. Je ne me sentais pas bien avec la francophonie. Et en me sentant de mieux en mieux, de plus en plus confiant, de plus en plus solide avec mon identité de genre, en fait, j'ai découvert le comité franco-queer de l'Ouest. J'ai commencé à être plus publique avec mon identité pour justement donner cette représentation-là que moi, je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Et en trouvant un organisme comme le comité franco-queer, j'ai découvert que je n'avais pas à éteindre une de mes identités pour avoir un tout avec moi-même et que je pouvais être dans des espaces qui me respectaient, qui étaient adaptés, qui me voyaient, qui parlaient dans un langage qui m'incluait. Et ça m'a fait réaliser que, OK, j'avais assez de courage et d'informations sur mon identité pour pouvoir renouer avec ma francophonie. Donc, j'ai commencé à être bénévole avec le comité franco-queer de l'Ouest, à être éducateur. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et que j'aime beaucoup, qui me rend très, très fière et que j'espère que ça donne une représentation pour les jeunes. Ça me fait tellement plaisir de voir des personnes plus jeunes que moi qui font comme « Ah oui, je me sens bien dans mon identité et tout ça ». Wow, ça me fait tellement plaisir de voir ça. Moi, je pense que tout le monde, peu importe leur identité sexuelle, de genre, peu importe leur identité, devrait être heureux puis bien dans leur peau. C'est tout ce que je souhaite aux gens. Donc, c'est mon parcours. Il y a une intersection d'identités qui font en sorte que des fois, ça fait des frictions. Je suis une personne francophone, je suis une personne trans, je suis une personne queer. Je suis aussi une personne neurodivergente et donc de trouver des espaces adaptés, accessibles, respectueuses, des fois c'est complexe, mais c'est important de faire le travail pour que de plus en plus de personnes soient incluses dans les conversations, surtout dans une langue qui est encore genrée. Donc, je suis très content d'être confiant dans mon identité de genre parce que maintenant que je suis de retour dans la francophonie, c'est bien que j'ai trouvé des communautés solides qui ont déjà l'éducation par rapport à l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Par contre, dans une société francophone au plus large, au jour le jour, je me fais souvent mégenrer. C'est pas très connu le langage neutre et inclusif. C'est pas très connu les pronoms il, elle. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Des fois, je suis fatiguée. Des fois, je suis très, très, très content qu'il y ait des alliés autour de moi parce que je n'ai pas toujours l'énergie pour éduquer les gens, pour me battre pour ma propre identité. Mais je pense que de donner cette représentation-là, j'espère que notre langue va évoluer avec le temps et que ça va être de plus en plus facile pour les personnes non-binaires. Voilà, c'est mon témoignage. Oui, merci beaucoup, Maxime. On est tellement content de te voir parmi nous. Et justement, j'ai une question. Quelqu'un m'a demandé en message direct sur l'identité pansexuelle. Puis là, juste après que tu viens de parler de l'éduquer des personnes, ça peut venir, que des fois, ça vient frustrant. Mais si c'est quelque chose que tu veux partager, tu peux nous partager, mais sinon, je te laisse pour toi.
Oui, tout à fait. J'adore éduquer les gens. En fait, j'ai dit ça, mais en fait, c'est au jour le jour, c'est l'accumulation de personnes. Donc, si je rencontre 30 personnes dans une journée et que la 30e personne, éventuellement, quand je n'ai pas mon chapeau d'éducateur, des fois, c'est un petit peu, je veux juste faire mon épicerie. Mais dans des espaces comme ça d'éducation, ça me fait super plaisir de partager. Donc, mon identité en tant que personne pansexuelle, pour moi, dans le fond, je suis attirée envers les personnes, peu importe leur identité de genre. Donc, leur identité de genre n'ont pas d'importance. Moi, c'est la personne qui est la personne à l'intérieur qui m'intéresse. Donc, je suis attirée envers la personnalité des gens. Et j'ai dit au début demi-pansexuel, donc l'identité demisexuelle qui est sous le parapluie asexuel. Dans le fond, moi, je peux juste être attirée envers une personne de façon romantique ou sexuelle si j'ai une connexion profonde avec la personne. Sinon, je suis demisexuelle dans le fond. Donc, c'est demi-pansexuel. C'est mon identité. Super, merci, merci beaucoup et c'est ça, des commentaires les beaux témoignages. Donc, c'est ça, j'invite à tout le monde si on a des questions pour soit quelqu'un spécifique ou pour tout le groupe. Moi, tu sais, tout le groupe, j'ai tellement bien aimé vos témoignages et quelque chose qui m'a ressorti que moi, je serais intéressée, c'est comme on parle des rassemblements et comment c'est important de se rassembler. Donc, Maxime qui fait le drag, Stéphane que tu parles en Alberta, rassemblé avoir le groupe du Franco-Queer et Mélanie avec toi. Puis Serge aussi que vous faites ça dans votre communauté des rassemblements des personnes que vous êtes impliquées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous individuellement comme d'avoir des événements où est-ce que c'est un rassemblement des personnes de LGBTQIA+. Ben, de mon côté, pour moi, dans le fond, quand je veux m'impliquer avec la communauté queer, c'est vraiment justement de faire connaître cette communauté. Il y a tellement de gens encore qui ont des préjugés, puis tu sais, je veux leur montrer, c'est des gens, point. C'est des bonnes personnes. Puis quand on avait engagé Lady T pour un événement francophone à Erdry, les gens au début étaient un petit peu réticents. Puis après ça, ils ont fait Oh, wow, quelle animatrice, mais c'est bon. Puis là, il y avait plein d'enfants qui voulaient prendre des photos avec elle. Puis là, les enfants posaient des questions. C'était vraiment là, superbe soirée. Puis ça va être à refaire, c'est sûr. Je pense que il est vraiment important, les événements sont une opportunité de créer un sentiment de communauté. Parce que y en a qui, déjà, c'est pas écrit sur les fronts de tout le monde que nous sommes queer. Bon, dans mon cas, là, ça se voit là, mais c'est pas la généralité. OK? Donc, ce qui fait que faire des événements comme Pride ou encore des événements qui pourvoient à un espace sécuritaire pour les personnes LGBTQ+, c'est vraiment une opportunité pour certains juste de rencontrer des gens comme soi ou de rencontrer des gens qui sont ouverts. C'est de pouvoir juger est-ce que c'est sécuritaire de se dévoiler dans son entièreté. C'est vraiment important de créer des événements qui disent déjà au monde qui n'est pas queer que la diversité existe et que la diversité c'est correct et dire aux personnes qui sont queer que ce qu'ils sont, on peut célébrer aussi. Donc, c'est ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça. Oui, je suis très d'accord avec ce que Mélanie et Stéphane ont dit par rapport à avoir un sentiment de communauté avec des gens qui sont ouverts aussi, qui nous acceptent, qui nous respectent, avoir des espaces sécuritaires. Moi, surtout en tant que personne transgenre, ce n'est pas tous les espaces qui sont sécuritaires, ce n'est pas tous les espaces dans lesquels je peux être vue et ou entendue et ou respectée.
il y a encore beaucoup de préjugés, donc d'avoir ces événements, d'avoir ces communautés, c'est important parce que justement, comme le communauté franco-queer, avec la ruche et les abeilles, ensemble, on est plus fort. Et donc, des fois, d'être seul, c'est beaucoup de travail, ça peut être lourd à porter, ça peut être déprimant et beaucoup d'énergie qui est retirée, mais ça nous recharge ces événements-là, ça nous rend plus forts, ça nous rend plus heureux. Donc, c'est vraiment super important de célébrer, d'être vu, d'être entendu et d'être dans des espaces sécuritaires. Oui, sans faire l'écho de ce que mes collègues ont dit. Mon expérience m'a fait comprendre que quand je travaillais au collège, il n'y avait pas seulement les étudiants qui venaient voir pour me poser des questions, pour avoir des conseils. J'avais aussi des collègues de travail qui venaient me voir, qui disaient que, par exemple, leur fils ou leur fille était sorti du placard, puis ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quelle sorte de cheminement utiliser. Alors, on devient un peu euh, non seulement une source d'information, mais quelqu'un qui donne la permission de poser des questions, de se raconter, de se poser des questions à soi-même. Et je l'ai vécu avec les jeunes, avec des parents jeunes, et puis avec les aînés aussi, parce que pendant notre semaine de la fierté, on a un événement à notre centre de ressources pour les aînés. Et on a eu un événement où on avait un panel qui ressemblait à celui-là. On était 3. Et pendant la période de questions, ce qui est arrivé, c'est que les gens ne posaient pas de questions. C'est qu'à un moment donné, il y a une dame de 76 ans qui se lève, qui dit « Moi, j'ai toujours été lesbienne et c'est la première fois que j'ai le courage de le dire. » Alors, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et il y en a qui vont faire leur coming out très jeunes, il y en a d'autres qui vont faire après avoir élevé leur famille, après avoir élevé leurs enfants ou après le décès du conjoint ou de la conjointe. Alors, j'ai été privilégié qu'on me raconte des histoires, puis non seulement au sujet de leurs enfants, mais ma voisine, par exemple, qui habite à côté ici, qui m'a dit en passant que son frère était mort du sida il y a 25, 30 ans et qu'elle n'avait jamais confié à personne. Alors, il y a des gens qui vivent avec un secret comme ça pendant très, 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 très longtemps. Et puis, comme je disais, le travail qu'on fait donne la permission à ces gens-là de se raconter puis de poser des questions. Oui, merci. Merci beaucoup des très, très belles réponses. Et juste à savoir que c'est ça, si des personnes veulent poser des questions à voix haute, qu'on peut. Et Maxime, justement, tu nous montres les réactions que les gens peuvent aussi utiliser, les lever la main. Alors, c'est ça, je t'invite à poser ta question. Oui, en fait, je voulais rajouter avec ce que Serge a dit par rapport à donner la permission. Puis en fait, ça m'a fait réaliser les événements où il y a des communautés queer m'ont beaucoup donné de permission d'être mon moi authentique. Donc, c'est souvent dans ces communautés-là et ces événements-là que j'ai pu essayer, j'ai eu la permission d'essayer, de me questionner, de voir qu'est-ce qui fonctionne mieux pour moi. Donc, c'est dans des événements queer pour la première fois que je me suis donné la permission d'essayer les pronoms they, them. Et c'est là que j'ai réalisé que, en fait, c'était les pronoms pour moi et que j'avais des pronoms auxquels je m'identifiais, alors qu'avant, je ne m'identifiais pas vraiment parce qu'il n'y avait personne qui avait osé essayer me parler en utilisant ces pronoms-là. Et même chose par rapport à ma transition, je me suis donné la permission dans les spectacles de drague d'explorer la masculinité en tant que drag king, d'explorer, d'avoir un chest plat et tout ça avec le binding qu'il y a en drague. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait comme, je me sens tellement bien dans mon corps, c'est moi. Et je me suis donné la permission d'essayer quelque chose que j'étais pas trop sûre pour réaliser que c'était ce qui était le mieux pour moi, puis je pouvais comme plus retourner en arrière. Donc, vraiment, de donner la permission d'être soi-même, c'est très, très, très minime, mais aussi très gros à la fois.
Oui, oui, certainement. Donc, c'est ça, merci. Um, Quelque chose que moi, je me demandais pour le mois de juin, comme on sait, le mois de juin, c'est le mois de la fierté, c'est aussi le mois de l'histoire autochtone. Et juste en général, le mois de la fierté, le mois de juin, ou les célébrations de fierté, qu'est-ce que le mois de la fierté, qu'est-ce que ça veut dire pour vous est-ce que vous faites quelque chose de spécial durant ce mois-ci ou c'est comment que vous aimez faire pour le mois de la fierté? Ça, c'est une question que moi j'ai, mais sinon, je peux laisser la place à Eden qui vient de lever la main. Je vais laisser Eden aussi poser sa question. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Rose. En fait, moi, je ne réponds pas à ta question, mais j'ai une question à Stéphane. Son histoire m'a beaucoup touché. Il faut reconnaître, c'est quand même assez forte. Alors, je m'aimerais poser une question avec tout ce qu'il en dirait, sa conversion, double thérapie. En tout cas, c'est vraiment très touchant. Alors, avec tout ce que Stéphane, tu as subi, les injures, moqueries à l'université, comme tu as parlé au campus Saint-Jean. Mais moi, je voulais savoir, tu as dit que tu es jumeau. Pendant que tu passais tous ces moments, comment ton jumeau t'est traité? Comment il t'est traité? Il t'est traité comment? Est-ce qu'il t'a accepté comme tu y es, comme tu t'es présenté? C'est ça vraiment ce que je voulais savoir. Merci. Salut Eden. OK. Les jumeaux, en général, ont une relation particulière. Euh, c'est mon frère jumeau qui m'a dit que j'étais gay. Je ne savais pas, c'était quoi. Je veux dire, j'entendais homosexuel et je disais, ah, je ne suis pas parce que c'est un péché. Mais le terme gay, c'est mon frère qui me l'a dit. Il m'a dit, c'est que, j'étais là, je dis, mais pourquoi? Parce que on discutait et il avait remarqué qu'une de ma voisine de banc avait des seins qui poussaient. Et moi, je me demandais, mais attends, comment est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tes yeux font là-bas? Et il me dit, ah, tu ne peux pas comprendre, tu es gay. Et je lui dis, c'est quoi être gay? Parce que pour moi, être gay, c'est être content. Je lui dis, ça veut dire quoi être gay? Il me dit, non, c'est que toi, tu préfères les garçons. Et là, j'étais là, oh, tu mens. Mais en fait, il avait toujours su que j'étais gay. Donc maintenant, comment est-ce qu'il accepte? Ben, c'est mon frère jumeau. Je ne sais pas trop quoi dire. Même son avis, déjà, son avis ne compte pas. Moi, lui et moi, il sait très bien que ben, son avis ne compte pas. En même temps, son avis compte beaucoup. Je plaisante avec, mais cependant, il ne m'a jamais. C'est mon frère jumeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement particulier parce que nous sommes jumeaux et parce qu'on est jumeaux à une relation particulière qui fait que ben, il sait très bien que je suis la personne qui le connaît le mieux. Je suis la personne qui va toujours lui dire la vérité. Je suis la personne qui va l'aimer dans les beaux et les mauvais jours. Et j'espère pour lui qu'il me rend la même chose. Hein? Donc, c'est ce que je peux te dire par rapport à ça, Eden. Je ne sais pas si ma réponse répond à ta question. Oui, je comprends. Merci beaucoup. D'accord, merci. Oui, merci pour la question, Eden. Puisqu'il y a d'autres personnes aussi qui veulent poser des questions à la voix haute. Vous êtes bienvenue. Je voulais répondre à ta question, Roseva, par rapport à la fierté. Tu avais demandé si au mois de juin, il y a quelque chose de différent. Et pour moi, la différence, c'est que je suis plus occupée. Et il y a beaucoup plus de gens qui vont s'informer ou me poser des questions ou vouloir en apprendre plus pendant le mois de juin. Mais en vérité, pour moi, la fierté, c'est toute l'année. Je suis queer et je suis trans 365 jours par année. Et donc, je célèbre et je suis fière chaque jour. Par contre, il y a plus d'opportunités au mois de juin, donc je suis très occupée. Oui, ben moi, c'est sûr que le mois de juin, c'est mon opportunité de montrer mes couleurs un petit peu plus.
Je ne suis pas quelqu'un qui m'habille avec beaucoup, beaucoup de couleurs, mais je fais un bon effort au mois de juin. Chaque jour que je vais travailler, j'exprime, j'ai toujours une petite touche de couleur. Je m'achète toujours des nouvelles choses à chaque année avec plus de couleurs pour montrer aux jeunes, je suis là, j'existe, des questions. Mais pas juste au mois de juin, mais je te dirais qu'au mois de juin, c'est tous les jours que j'affiche mes couleurs. Mais sinon, au courant de l'année aussi, un peu comme Maxime, là, je vis la fierté tous les jours de l'année, mais c'est sûr qu'un mois de juin, ça paraît plus. Mais des fois, au courant de l'année, c'est déjà arrivé que les gens me disent « Ah, as-tu quoi à fêter de spécial aujourd'hui? Tu as mis tes bas multicolores? » Là, je fais comme « Non, j'ai mis mon chandail comme ça, les bas fitaient avec. » Fait que, tu sais, je dis c'est tous les jours, là, tu sais, que ça peut... je l'exprime et tout, tu sais, mais vraiment, au mois de juin, c'est un petit peu plus intense de mon côté. Moi, pour ma part, je ne suis pas plus gai en juin que je le suis en septembre ou en décembre ou en mars. Mais je remarque à chaque année de plus en plus l'ouverture qui s'est faite et qui continue de se faire envers la communauté. Puis c'est pas seulement la communauté LGBTQ, je veux dire, c'est la communauté là, at large. On voit des signes de reconnaissance de plus en plus. Pour vous donner un exemple, ici à Red Deer, le 31 mai, la commission scolaire publique fait un lever du drapeau LGBTQ et le drapeau est encore là. Même la ville a mis sur son logo l'arc-en-ciel. Cette année, c'est la première fois que je le vois. J'ai attendu pendant 4 ans, jour après jour, du 1er au 30 juin, que la ville reconnaisse que c'est le mois de la fierté. Et puis, ils l'ont fait pour la première fois cette année. Chapeau aussi à la CFA pour le lever du drapeau qui a eu lieu le 1er juin. C'est encore un signe d'ouverture et je le vois dans les entreprises, dans les business. Je le vois en sport de plus en plus. J'ai participé au championnat canadien des maîtres à Québec il y a 3 semaines. Il y a un club de natation à Ottawa qui s'appelle la Contre-Courant, qui est exclusivement LGBTQ. Et puis de voir ça sur le bord d'une piscine dans une compétition de natation, je veux dire, c'est incroyable. Alors, il y a toutes sortes de signes et de symboles qui se présentent devant nous. Et je trouve ça très, très, très réconfortant. Oui, j'aimerais faire écho sur ce que Serge, Maxime et Mélanie ont dit. C'est vrai quand même que ça fait tout drôle parce que le mois de juin, c'est le mois où on s'attend à ce qu'on soit extra, mais extra quoi? Je trouve que nous sommes qui nous sommes, donc extra quoi? Mais cependant, oui, je reconnais quand même, parce qu'il y a des gens dans la communauté qui vont se plaindre de l'aspect très commercial du mois de la fierté et parfois très performateur, c'est-à-dire il y a des entités qui vont afficher les couleurs de l'arc-en-ciel, mais ne pas avoir de politique interne pour protéger les personnes LGBTQ au sein de leur entité. Et bon, malheureusement, il y a encore du travail à faire, mais on ne peut ne pas mentionner le fait qu'il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup de changements qui se font. Et naturellement, quand on arrive à pousser vers l'avant, il y a une force contraire qui essaie de nous repousser vers l'arrière. Et c'est seulement en continuant d'éduquer nos pairs, en continuant d'être visibles et chaque fois essayer de faire quand même l'effort de pousser vers l'avant que nous arriverons à une totale acceptation. Cependant, de reconnaître qu'on est mieux aujourd'hui qu'on était il y a 10 ans. Donc, ouais, c'était ça. Oui, ben merci beaucoup tout le monde. C'est vraiment des super belles réponses. Et c'est ça, je vous remercie beaucoup pour tous vos beaux témoignages parce qu'il est maintenant 19h45. Donc, ça termine parfaitement le temps qu'on prévoyait. Donc, je voulais aussi dire merci à tout le monde qui sont venus, qui ont posé des questions et puis qui nous ont écoutés. On est très, très, très contents de pouvoir vous parler ce soir.